Merci de nous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire. Cette méthode a été reconnue par l'Académie de médecine traditionnelle chinoise de Pékin comme une des thérapies orientales dont les résultats sont les plus rapides de toutes les thérapies connues à ce jour. On va parler Dian Shan. Christine, bonjour. Merci, bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Maintenant, il va falloir parler du Dian Shan. Du Dian Shan. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, effectivement, c'est rare que les Chinois donnent un premier prix de rapidité d'action. Et effectivement, ils ont donné ce premier prix au Dian Shan. Et donc le Dian Shan, c'est une technique multiréflexologique qui est on va dire à la lisière entre la réflexologie et l'acupuncture sans aiguille. En fait, la particularité par rapport aux autres réflexologies, par exemple, si on prend la plantaire ou la palmaire, on va retrouver une zone par organe. D'accord. La particularité du Dian Shan, c'est qu'il y a plusieurs schémas. D'accord. Donc on va pouvoir travailler une zone à différents endroits sur le visage par rapport à des cartographies. Donc on travaille sur des zones et on travaille également sur des points qui sont des points, alors certains points vont être des points d'acupuncture mais d'autres non, puisqu'en fait en acupuncture il y a 357 points d'acupuncture dans le corps. Au niveau du Dian Shan, il y a plus de 500 points que sur le visage. Que sur le visage. Certains vont être identiques, d'autres ce sont vraiment des points trouvés par le professeur Bui Kwok-cho. C'est une belle histoire. Racontez-nous. En fait, c'est une belle histoire. Donc, elle a été inventée par le professeur Bui Kwok-cho. Quand? Dans les années 80. Ah, donc c'est récent. C'est très récent. Dans les années, entre 75 et 80. Et donc, en fait, ce qu'il voulait, lui, c'était une médecine pour son pays. Quel était son pays? Le Vietnam. Ah, voilà. Donc, en fait, pour lui, il savait qu'en Chine, il y avait la médecine chinoise, au Japon, le shiatsu, en Inde, il y a l'Ayurveda. Et il s'est dit, mais au Vietnam, il n'y a pas de médecine. En fait, c'est aussi son vécu qui l'a amené à ça, parce que il a perdu sa maman quand il avait 9 ans et sa maman est décédée parce qu'elle est arrivée trop tard à l'hôpital. Donc lui déjà, il était acupuncteur, donc il s'est formé, c'est un médecin traditionnel chinois et acupuncteur, et il s'est dit je voudrais faire une médecine pour mon pays qui soit praticable par le plus grand nombre de personnes possible. Et du coup, pour ça, il fallait pas d'aiguilles. Quand il y a des aiguilles, c'est plus compliqué. Donc, à la base, il a utilisé des aiguilles pour inventer sa méthode, en fait. Et ce qu'il a fait, comme il était acupuncteur, tout naturellement, il a commencé à trouver des points. Sur la base de ce qu'il connaissait déjà. Sur la base de ce qu'il connaissait déjà. Et donc, un jour, il y a un monsieur qui est arrivé avec un mal de dos, et puis il s'est dit, tiens, je vais essayer. Il a essayé un point, et il est venu travailler à ce niveau-là de l'oreille, et le monsieur a été soulagé de son mal de dos. Ah, d'accord. Voilà, donc il a continué à exercer, à s'entraîner, à vérifier si c'était toujours efficace ou pas. Et puis ensuite, notre monsieur est venu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, pour sa méthode, il s'est aussi basé sur la langue vietnamienne. Et en fait, l'arête de nez et colonne vertébrale, arête en vietnamien, ça se dit... Alors, je vais mal le prononcer certainement, mais ça se dit song. Et donc, il s'est dit, mais si arrête, c'est ça, si j'essayais sur le nez. Et donc, il est allé poncturer un point au niveau du nez, qui est le point numéro 1 en Dian Shan. Et effectivement, c'était aussi efficace. Et il a continuer comme ça jusqu'à trouver tout un tas de... Il utilisait les aiguilles encore? Il utilisait les aiguilles. Et ensuite, quand il a trouvé un certain nombre de points, il s'est rendu compte qu'en reliant les points entre eux, un peu comme quand on était petit, les dessins qu'on faisait où on reliait tous les points. Ah oui. Voilà, en fait... On relie les points et découvre une jolie image. Exactement. Et donc, il s'est rendu compte qu'en reliant certains points, en fait, ça formait des schémas, et notamment des schémas du corps. Donc c'est comme ça que les schémas sont nés, et qu'en Dian Shan, on travaille à la fois sur des schémas, comme en réflexologie, et sur des points, comme en acupuncture, mais sans aiguille. Puisqu'après, comme il voulait que ce soit au plus grand nombre, au lieu d'utiliser des aiguilles, il a créé un détecteur, un petit détecteur. Et donc, avec ce petit détecteur, on va chercher les points
et les stimuler. Et il est sous quelle forme ce détecteur? Alors c'est un outil qui est à peu près cette taille. D'un côté, il y a un détecteur en fer et c'est arrondi au bout. D'accord. Et de l'autre côté, il y a une petite boule lisse. Parce que le Dian Shan se pratique avec des outils. Ah oui, c'est pas qu'avec les doigts, donc il y a des petits outils aussi. Voilà, c'est pas qu'avec les doigts, il y a des petits outils, il y a des petits râteaux, des petites roulettes. Ah d'accord. Et en fonction de ce qu'on veut avoir comme effet, on va utiliser différents outils et faire des points. Parce qu'il y a un lien, bien sûr, il était acupuncteur, donc bien sûr qu'en Dian Shan, il y a un lien aussi avec l'énergétique chinoise. Il s'est aussi préoccupé de toutes les philosophies asiatiques, notamment du monisme, parce que pour lui, le monisme. Monisme, je connais pas ça. Où, en fait, c'est une philosophie qui dit tout est un et tout. D'accord. Donc tout est global en fait. Ça permet d'agir dans la globalité. Dans le Dian Shan, on va dire que tout ce qui est en haut, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à droite est à gauche. On peut très bien aller traiter par exemple une douleur à l'épaule droite, on peut très bien aller la traiter plutôt du côté gauche, voire dans la zone de la hanche, plutôt qu'à l'épaule, par similitude, et justement avec cette intention que tout est un et tout. Ouais, on reste dans les thérapies holistiques. On reste dans les thérapies holistiques dans la mesure où, en plus, on prend en compte aussi bien des douleurs que l'émotionnel. Voilà, et c'est important de prendre la personne dans la globalité et on va regarder le symptôme, mais on va aussi chercher la cause. D'accord. Et moi, ce qui me plaît aussi dans cette technique, c'est que on fait un peu les Sherlock Holmes en fait. Mais c'est très bien. Voilà, on fait un peu les Sherlock Holmes pour arriver à la cause. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a telle ou telle émotion ou telle pathologie. Voilà. Donc vous touchez aussi les autres parties du corps ou alors c'est que uniquement consacré à la tête? Je suis en Corse pour former au Dian Shan, donc je forme sur les 3 premiers niveaux du Dian Shan. Il y a différents niveaux. Sur les 3 premiers niveaux, on travaille essentiellement sur le visage, mais on va travailler aussi en similitude de forme. Expliquez. Les similitudes de forme, c'est donc le professeur considère que à partir du moment où il y a une autre partie du corps qui va ressembler à la partie qu'on recherche, on peut aller la travailler. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, je ne sais pas si on voit, mais si je fais ça, est-ce que vous voyez quelque chose? Qu'est-ce que vous voyez là? Je vois votre poing. Ouais. Et puis, à quoi ça vous fait penser? On va dire la Corse. C'est vrai, ça peut faire penser à la Corse. Oui, vous avez raison. Bon, en fait, c'est comme si il y avait la tête, et puis là, il y a l'occiput avec le cou, les épaules, le dos. Et si là, j'ai le cou, le dos, devant, je vais avoir la gorge avec la poitrine et le ventre. Donc, par exemple, en faisant mettre la main, le bras comme ça, quelqu'un qui a mal au cou. On va toucher juste... On va aller stimuler ici, donc soit avec les petits outils, mais ce qui est intéressant aussi en Dian Shan, c'est qu'on travaille également avec les moksas. Les moksas, ce sont des bâtonnets d'armoise et ça a une action anti-inflammatoire, anti-infectieuse. Et donc du coup, on va aller chauffer certains endroits comme ceci. Il y a des endroits qui seront plus chauds que d'autres. Et paradoxalement, les endroits qui vont être chauds, on va rester plus longtemps. Et paradoxalement, justement, la chaleur va diminuer et on va passer ailleurs. Ça, c'est vraiment ce qui permet aussi d'agir très rapidement. C'est une façon de détecter aussi? Ça peut être oui, c'est une façon de détecter. Et en fait, c'est comme si les endroits très chauds, ce sont les endroits qui vont correspondre à l'endroit quelque part. Admettons que ce soit une contracture, l'endroit plus chaud que l'autre va être l'endroit où il y a cette contracture. Donc en fait, le fait de chauffer, c'est un peu comme si la contracture allait... ça va faire un peu comme le ballon de baudruche, là, ça va... D'accord. Et est-ce qu'il faut avoir des prédispositions énergétiques pour pouvoir faire du Dian Shan? Alors, pour faire du Dian Shan, il n'y a pas besoin de prédisposition énergétique. Par contre, on y vient. Effectivement, c'est une technique orientale. Il y a l'énergie et dans tous les cas, on sait très bien que, en tout cas, moi, je fais aussi des soins énergétiques. Vous allez nous dire après. Voilà, après. Mais du coup, quand je donne mes formations, il y a une dimension énergétique dans ce que je donne, puisque ça fait partie de moi. Donc, je forme aussi avec qui je suis. Et même si je suis très scrupuleuse
de ce qu'a pu enseigner le professeur Bukokcho, puisque je me suis formée avec lui aussi. C'est pas une technique adaptable? C'est une technique adaptable. C'est une technique adaptable, Oui, d'accord. c'est une technique adaptable. Vous l'avez adaptée, vous aussi, à votre sauce? Je l'adapte à ma sauce dans mes consultations. Ouais. Quand je forme, je reste sur ce qu'enseigne le professeur. En revanche, ce que j'y mets dedans, c'est toute la notion énergétique, toute la notion avec l'intention. Ok. Vraiment axé sur l'intention. Et en fait, quand j'avais commencé, parce que j'avais commencé à me former, à faire une école de médecine énergétique chinoise, et je me souviens, dès le premier jour où j'ai fait cette école, d'une phrase qu'un professeur a dit en disant « l'énergie suit la pensée ». Et en fait, cette phrase, elle m'a vraiment... elle a été moteur pour moi, que l'énergie suit la pensée, donc quand on y met l'intention, effectivement, on va agir. Et puis en plus, quand on travaille par exemple en similitude de forme, l'intention est importante, puisque là, on y est en plein dans la similitude de forme, on est en plein dans l'énergie également. Et donc c'est important. Et cette notion d'énergie, elle fait partie de moi, donc elle est importante, et du coup, je transmets ça aussi. Et en similitude de forme, c'est le consultant qui se soigne tout seul? Dans tous les cas, le consultant se forme. On est dans l'auto-guérison systématiquement. C'est de la réflexologie. Le principe de la réflexologie, c'est l'auto-guérison. C'est la régulation, atteindre l'homéostasie en fait, et l'équilibre. Et bien sûr que c'est le patient. Quand vous massez par exemple le visage, vous allez appuyer sur un point qui correspond à un organe, donc ça a sûrement un effet qui fait que ça le traite. Là, par contre, c'est la pensée qui va dire là c'est le cou et j'ai mal au cou, donc j'appuie là et puis mon cou va guérir. C'est un peu différent. Alors c'est un peu différent. Après, c'est quand même le thérapeute qui a le mot que ça et qui utilise le mot que ça. Mais dans tous les cas, une thérapie, c'est automatiquement un échange entre le consultant et le thérapeute. C'est indissociable, ça. Quelle que soit la thérapie. Comment ça se passe, une consultation de Jian Shan? Vous parlez beaucoup avec le patient au départ? En fait, une consultation de Jian Shan, donc il y a une anamnèse au départ, pour savoir pourquoi il vient, et puis pour qu'on puisse faire Sherlock Holmes, il faut quand même qu'on ait certaines... Non, mais on ne sait jamais, peut-être que vous étiez des vrais Sherlock Holmes, c'est que pas la peine de dire grand-chose, et puis vous trouvez exactement là où est le mal. Alors ça pourrait, parce qu'en allant travailler dessus, ça se peut. On gagne du temps, quoi. En fait, quand on parle, moi je pars du principe qu'une personne qui vient nous voir en thérapie holistique ou en thérapie complémentaire, parce que moi je n'aime pas utiliser le terme d'alternatif. Pour moi, c'est pas une alternative. Ça dépend les pays en fait. Aujourd'hui, on dit médecine alternative et pour moi, c'est complémentaire. Je suppose qu'au Vietnam, ça devient traditionnel. Ça devient traditionnel, voilà. En France, une personne qui vient consulter un thérapeute de médecine complémentaire, il a besoin de parler aussi et il a besoin d'être écouté. À mon sens, c'est important d'avoir un échange préalable avec la personne, savoir un peu où on va aller. Voilà, donc moi, effectivement, je fais une anamnèse au départ, et j'enseigne cette anamnèse aussi. À partir de l'anamnèse, on définit sur quoi on veut agir, et ensuite on fait la séance. Elle est particulière cette anamnèse, ou alors elle est un petit peu comme toutes les autres pour les médecins ayurvédiques Oui, elle est un peu comme toutes les autres. On va aussi aller chercher le côté émotionnel, puisque effectivement l'émotionnel entre en compte. Dans tous les cas aujourd'hui, 80% des pathologies viennent de l'émotionnel. C'est les Américains qui ont effectivement aussi prouvé ça. Il y a une étude aux États-Unis qui a prouvé que 80% des pathologies viennent des émotions. C'est énorme. C'est énorme. Ma ligne de conduite, c'est aussi l'émotionnel par rapport à ça, sur l'énergétique et sur le côté émotionnel. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites d'autre? Quelles sont les cordes que vous avez à votre arc? Alors je suis aussi hypnothérapeute. D'accord. Et j'utilise notamment une thérapie qui s'appelle la thérapie des états du moi. Alors racontez, parce que ça m'intéresse. Cette thérapie, on utilise l'hypnose conversationnelle plutôt pour cette thérapie. Ça part du principe qu'on est un tout et qu'à l'intérieur de ce tout, il y a différents moi, différents petits moi. En fait, certains parlent de sous-personnalité. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a
personnalités, des sous-personnalités qui vont tirer dans un sens, d'autres qui vont tirer dans l'autre. Certaines se connaissent, d'autres ne se connaissent pas. Il y a le transgénérationnel qui peut entrer aussi en ligne de compte. Et tout ça, ça peut créer un chaos à l'intérieur de nous. Et donc le but en hypnose conversationnelle, c'est d'aller dialoguer avec ces différentes sous-personnalités de façon à remettre de l'harmonie en ce sens. Là, vous ne parlez pas du vie intérieure. Alors... Ça me passionne, ça, c'est pour ça. Ça vous passionne, hein, oui. Alors, ça, c'est une partie. Donc, avec cette partie-là, j'ai créé aussi quelque chose un peu comme des constellations. Ouais. Mais c'est pas les constellations familiales avec le transgénérationnel. Ce sont des constellations des soi, en soi, avec les différentes parties. Donc, c'est une façon d'utiliser cette thérapie des états du moi de cette façon-là. Il y a une autre façon, en fait, que j'ai adapté, c'est qu'effectivement, en partant du ressenti corporel, de ce que ressent la personne, voilà, elle vient avec une problématique quelconque ou un blocage quelconque, qui peut être parfois bénin, hein. Et à partir de ce ressenti-là, en fait, tout ce qu'on vit, que ce soit des traumatismes, même tout ce qu'on vit, ça s'imprime dans le corps. Ouais. Hein, donc à partir de ce que la personne ressent dans son corps, on va remonter dans le temps, à l'origine de l'événement. Alors on peut remonter dans cette vie, parce qu'il y a des événements dans cette vie qui ont fait que beaucoup de personnes se retrouvent dans leur vie intra-utérine. C'est extrêmement fréquent, je dirais presque au moins 6 à 7 fois sur 10. Il y a un retour dans la vie intra-utérine et c'est vraiment très, très puissant et très beau ce qui se passe. Et certaines personnes peuvent revenir à des vies antérieures. Est-ce qu'ils vont rechercher quelque chose de spécial dans les vies antérieures? Est-ce qu'ils vont rechercher la cause d'un problème qu'ils ont dans le temps présent? Oui. Toujours. Ils ne vont pas se perdre dans une vie antérieure où ils ont été massacrés, égorgés. Dans ma pratique, comme on part d'un ressenti personnel, de quelque chose qu'on vit actuellement. Et les personnes qui viennent me voir, elles vivent leur blocage ou leur croyance. Bien sûr. Elles le vivent là, aujourd'hui. Donc on part de ce ressenti, et du coup, quand on arrive dans une vie antérieure, c'est en lien avec le ressenti là. Et le but, c'est ça. Ça reste personnel, mais pour moi, c'est important que ça ait un lien, parce que sinon, oui, bien sûr. Voilà, je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt de savoir qui on a été, pas été, enfin voilà. À mon sens, c'est important que ça ait un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. Comme le but, c'est justement de réparer, entre guillemets, ce voilà, qui pas s'est détruire passé. la personne en lui faisant vivre un truc horrible. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pas toujours facile ce qui se vit. Est-ce qu'ils le vivent en tant que spectateur ou en tant qu'être qui vit l'événement? Et ça peut être les deux. Ah. Certaines personnes, ça va être en tant que spectateur et avec en même temps les sensations. Par exemple, si dans cette vie antérieure, ils ont la sensation d'être bloqués à un endroit, en fait, ils vont se retrouver dans une rue et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas avancer dans cette rue. Alors parfois, ils savent pourquoi, parfois ils ne savent pas pourquoi. En fait, ça va être toujours pareil, c'est l'hypnose conversationnelle qui va permettre... je vais les guider pour qu'ils continuent à observer ce qui se passe autour, comment ils sont habillés, pour retrouver un peu l'époque et qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui fait que ils sont à cet endroit-là et bloqués. Bon, c'est un exemple, parce que c'est pas toujours pareil, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont bloqués? Et en fait, soit on continue à remonter un petit peu pour voir avant ce qui se passait, ou un petit peu après voir comment ça s'est déroulé. Le but, effectivement, c'est de réparer, c'est de passer différemment. Par exemple, quelqu'un qui est bloqué, qui se voit après, on peut le faire sauter à un autre endroit, avancer à tel autre endroit. Est-ce que l'hypnose est profonde? Pas du tout. Pas du tout. Donc la personne se souvient de tout, évidemment. La personne se souvient de tout et elle vit tout. Elle s'en souvient, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'avec l'hypnose conversationnelle, il n'y a pas d'induction profonde. Au départ, c'est vraiment, il y a un état modifié de conscience qui se fait, mais l'hypnose est légère et la personne se souvient. Et le but, effectivement, c'est d'aller réparer. Je pense que cette mémoire qui est ancrée, en parallèle, je fais un soin énergétique pour enlever cette... alors quels soins énergétiques vous faites? Mes soins propres. Parce que alors l'énergétique, c'est un peu particulier, enfin pour moi. Ouais. J'ai pas toujours eu ça.
C'est arrivé, en revanche, c'est arrivé d'un coup. Donc là, c'est un don, là. Alors, un don, moi je dirais pas un don parce que je pense que tout le monde peut utiliser l'énergie. Hein. Enfin, c'est un don que vous avez découvert, une capacité Ouais. que vous avez découverte. En fait, c'est arrivé à la naissance de mon petit-fils. D'accord. Ouais, il y a toujours quand même un événement qui Ouais. fait que, qui est déclencheur. Oui, à la naissance de mon petit-fils, peut-être même pas une semaine après, j'ai commencé à ressentir des choses dans mes mains. C'est quoi, des picotements? Des picotements, de la chaleur, voilà. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Faut que je m'en serve. Alors, j'ai pas tout de suite dit ça en fait. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais même pas dans les thérapies. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais quoi? Et en fait, j'avais tout juste commencé l'école d'énergétique chinoise, mais c'était concomitant en fait. D'accord. J'avais commencé à me former, j'étais déléguée médicale en fait, voilà, pendant 20 ans. Donc j'ai commencé à me former tout en continuant à travailler et je me suis retrouvée avec ces ressentis. Comment vous avez testé la première fois? Sur vous? Alors la première fois, j'étais dans un immeuble, j'habitais dans un appartement. Ma voisine vient me voir en me disant que je me suis brûlée. Et donc du coup, j'ai dit bah écoute, on va tester. L'occasion fait le larron. L'occasion fait le larron, on va tester. Et donc je savais pas du tout comment faire, ni voilà rien. Donc elle s'était brûlée à cet endroit-là. Et donc j'ai mis mes mains. Sans prière, sans rien, vous n'avez pas fait la coupeuse de feu quoi. Non, à ce moment-là, non. Maintenant je le fais. D'accord. Mais à ce moment-là, je le faisais pas. Et je suis restée un moment comme ça. Et à un moment, elle m'a dit oh là, mais ça me chauffe encore plus. Alors j'ai dit bah écoute, on va continuer à. Si le dos est tombe, rester. c'est que ça marche pas. On va continuer à rester. Et d'un coup, elle m'a dit bah je sens plus rien. Ça a pris 5 minutes quoi. Ouais. Et elle m'a dit mais là je sens plus rien. Et elle bougeait son doigt. Ouais. Et il y avait plus de marque, rien du tout. C'était la première fois où je l'ai vraiment utilisé. Et donc j'ai voulu faire plein de formations. Je me suis formée au Reiki aussi. J'ai 3 niveaux de Reiki. J'ai fait plusieurs formations d'énergétique. Aujourd'hui, je sais que j'utilise ce qui vient en fait. Vous avez votre propre méthode, vous l'avez adaptée vraiment Voilà, quoi. j'ai vraiment adapté. Et vous mélangez aussi avec le méthode. Jianchan? Je peux mélanger avec le Dianchan, effectivement. Quand je fais une séance de Dianchan, d'utiliser aussi l'énergétique pure. Vous n'êtes pas médium aussi? Non. Vous avez failli dire oui. Non, mais on ne sait jamais si vous avez aussi l'aide des défunts. Alors là, vous êtes complète. Non, je peux pas dire que je sois médium. Ça m'est arrivé de recevoir certains messages, mais c'est vraiment épisodique, donc. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas travaillé. Je l'ai pas Peut-être que vous travaillé. avez les prédispositions pour. Je sais pas. On verra. Le temps le dira. Le temps le dira. Pour revenir en fait à ce travail sur les vies antérieures, alors c'est le même principe en fait, que ce soit dans les vies antérieures, dans la vie intra-utérine ou là maintenant. Donc je fais un soin énergétique et ensuite de la modification, du changement que la personne a fait. C'est la personne qui fait le changement. bien sûr. Je la guide, mais c'est elle qui le fait. Ensuite, je fais une reprogrammation cellulaire Reprogrammation cellulaire. avec l'intention. D'accord, vous lui dites c'est comme ça que tu vas agir maintenant, c'est ça? Ah non. Comment ça se passe? Non, je lui dis pas Racontez, c'est comme ça racontez. que tu vas agir. Non, c'est pas moi qui dis. Non, c'est pas moi qui dis ça. Vous reprogrammez. En fait, Expliquez-moi. c'est elle qui se reprogramme en fait. D'accord. Une fois que c'est réparé, qu'elle est bien, qu'elle se sent bien, malgré ce qu'elle a revécu, que ce soit voilà, dans la vie intra-utérine, dans cette vie ou dans une vie antérieure, il y a la réparation qui s'est effectuée. Du coup, elle est différente, la personne. Elle se Bien sent sûr. différente par rapport à ça. Et à partir de là, je lui demande d'informer toutes ces cellules et je la guide dans la modification de ces cellules. Vous parlez à ces profondeur. autres elles, c'est une espèce d'inconscient ou... Oui, directement à ces cellules en fait. D'accord. Et ça c'est intéressant parce que ça fait un moment que je fais ça. Et j'ai lu il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, qu'il y avait une étude faite par des chercheurs russes Ouais. sur l'ADN. Et en fait, ils ont remarqué, parce que jusqu'à présent, on disait qu'au niveau de l'ADN, on n'utilisait que 10% Oui, d'ADN. oui. Et donc, toutes les recherches scientifiques au niveau de l'ADN se basent sur ces 10% où on va couper des brins d'ADN, on va en remettre. Enfin, voilà, il y a une recherche qui est faite là-dessus. Et en fait, ces chercheurs russes ont découvert que les 90% restants étaient en lien avec le verbe et les mots. Et du coup, je me suis dit, finalement, ce qui se fait, qui m'est venu spontanément, en fait. Alors, il y a peut-être d'autres choses
choses qui se font d'autres façons. Parce Ouais. que je sais que la reprogrammation cellulaire, ça peut exister. Je sais pas comment c'est fait parce que je l'ai pas appris. C'est ma façon de la pratiquer. Et je me suis dit, finalement, si 90% du reste c'est les mots et on connaît aussi le pouvoir de l'intention, donc à partir du moment où la personne réinforme ses cellules, on se rend compte que ça fonctionne. Et effectivement, voilà, quand les personnes reviennent, en tout cas, au moins ce qu'on a travaillé, ça y est plus. Il peut rester d'autres choses. Je veux dire, on peut travailler à l'infini sur Mais soi. le changement, les personnes le ressentent vraiment. Le changement, les personnes le ressentent vraiment. Elles deviennent vraiment différentes par rapport à des situations. Par rapport à cet événement précis qu'on a travaillé, oui, il y a des changements, mais profonds. Et il y a besoin de beaucoup de séances pour reprogrammer ou une seule séance peut suffire? Il n'y a pas de blocage à un moment et il faut recommencer. Oui, ça dépend. Bien sûr, ça dépend des personnes. En fait, on peut pas savoir comment chaque personne est différente. Bien sûr. Donc du coup, ça va être différent par rapport à chaque personne. En fait, certaines personnes, il va falloir plusieurs séances et d'autres moins. Et puis tout dépend de tout ce qu'il y a à travailler, parce qu'en réalité, on n'a jamais fini de travailler sur soi. Quand on commence, on se rend compte qu'il ressort toujours d'autres choses. Mais en fait, ce qui ressort, c'est d'autres choses. C'est un peu comme des couches d'oignons. D'accord. Il est possible que quand vous recherchiez une cause à un problème, vous en trouviez d'autres qui correspondent à d'autres problèmes. Puis ça peut être un peu différent. Par exemple, il me vient en tête le cas d'un monsieur qui est venu me voir, un monsieur de 75 ans qui vient me voir parce qu'il avait du mal à dormir. Il se réveillait la nuit, mais il était obligé de s'habiller et de sortir de chez lui. Ouais, il est obligé de s'habiller, sortir. Et donc, il vient me voir avec ça. Ah là, Sherlock Holmes, faut bosser là. Il faut bosser. Donc je me suis dit, on peut lui faire du Dian-Chan. C'était quand même particulier de devoir sortir. Je sentais bien qu'il y avait autre chose derrière. Oui, c'est sûr. Donc du coup, on a travaillé comme je viens de vous décrire. À partir du ressenti, on est remonté. Et donc là, avec ce monsieur, on est remonté, mais ça se fait tout de suite en fait. Et on est remonté à l'âge de 11 ans. À 11 ans, le souvenir qu'il avait oublié, mais en tout cas le souvenir qui est revenu, c'était un souvenir en colonie, il faisait de la spéléo. Et à un moment, il restait coincé. Et il y a eu une peur, il est resté coincé. On a travaillé pour que du coup, il arrive à sortir de là et qu'il ressorte émotionnellement en étant dégagé. Et toute sa vie, ça lui arrivait ça? Il sortait le soir comme ça? C'était un problème qu'il avait depuis très longtemps? Ça lui revenait par D'accord, parce que c'est pas depuis qu'il avait 11 ans que... Ah non, pas du tout. Enfin, par rapport à son âge, ça faisait pas si longtemps que ça en fait. Mais les derniers temps, ça devenait vraiment embêtant pour lui. Oui. Il habitait à côté du périph' à Paris, non? Pas du tout, en campagne. Ça aurait été dangereux quand même. Ça aurait été dangereux. Et donc, il vit ça, on finit la séance, on reprogramme aussi par rapport à ça et par rapport à cet événement, donc à 11 ans qu'il avait retrouvé. Et il revient à peu près, donc on prend un rendez-vous, il revient, je lui demande comment ça va, il me dit ça va beaucoup mieux, mais il reste encore quelque chose. Je m'en doutais qu'il restait quelque chose en tous les cas. Donc du coup on est parti de cet événement de spéléo qu'on avait retrouvé, on a continué à remonter. Et en fait là il s'est retrouvé dans sa vie intra-utérine et il s'est retrouvé au moment de sa naissance. Et ce qui est ressorti, c'est que pendant sa naissance, il est resté coincé un moment. Au moment du passage de sa naissance, il est resté coincé. Est-ce qu'il a pu le vérifier, ça? Le faire vérifier, je sais pas. 75 ans, ça c'est un peu dur, Et puis vous savez, parfois, il se passe des choses dans un accouchement. Oui, qui sont banales, mais qui pour le bébé... banales, mais que le bébé... sont marquants pour le bébé. Pour le bébé, c'est pas si banal que ça. Bon, lui, il avait 75 ans, donc ça a été un peu difficile de vérifier. Et donc, il a revécu sa naissance en passant de la bonne façon et sans rester coincé. Après ça allait. Et après ça allait. Il s'est plus levé. Il s'est plus levé. Bravo. Donc c'est lui qui a fait. Oui, mais enfin fallait le découvrir quand même, fallait remonter. Et en fait, mais ça c'est possible parce qu'il a lâché. Je l'ai juste guidé, mais c'est lui qui est arrivé là. Bon, dans tous les cas, le thérapeute peut rien faire sans l'aide du patient. Ah, bien sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur le Dian-Chan ou sur l'hypnose conversationnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Alors, ce qu'on n'a pas dit, de ce que je fais aussi qui me tient à cœur. Ouais, alors faut le dire, on est là pour ça. C'est que je suis spécialisée dans le deuil. D'accord.
Donc j'ai fait un DU deuil et travail de deuil, j'ai fait un mémoire sur le deuil au travail. Je voudrais faire entrer dans les entreprises la prise en charge du deuil. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire un suivi psychologique du deuil, c'est ça? Pas forcément un suivi psychologique, parce qu'en fait, le deuil, c'est pas une maladie, c'est un Non, processus bien sûr. qu'on a besoin de vivre. Alors, quelle serait votre action? L'action, ce serait qu'on en tienne compte déjà. Oui, bien sûr. Parce que quand il y a un collègue de travail qui décède dans l'entreprise, il faudrait avoir changé, passer à autre chose de suite après. Or, un deuil, c'est pas ça. Quand on a vécu, on peut connaître la personne depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et il faudrait avoir tourné la page dès le lendemain. Et donc, du coup, ce qu'on vit au travers du processus de deuil, ça peut générer des conflits, ça peut générer des erreurs, parce qu'un deuil, c'est énergivore. La personne qui est en deuil dans le travail, elle peut commettre des erreurs ou autre. Et si les personnes autour d'elle sont conscientes de ce qu'est un processus de deuil, ça va mieux se passer, ils seront plus conciliants aussi. Et puis surtout, ce dont je me suis rendu compte, dont il y avait besoin dans les entreprises, c'est de travailler sur l'annonce. Oui, là, des fois, ils y vont pas avec des pincettes. Et ça peut faire des ravages quand même chez les collègues de travail qui le vivent très très mal. Et donc par rapport au deuil, j'ai aussi co-créé une association pour s'occuper des personnes des endeuillés. C'est presque une démarche militante. Oui, en fait, voilà. Et donc syndicalement. Syndicalement, oui, à part que l'association, c'est pour des particuliers. C'est pas dans les entreprises là. D'accord. C'est vraiment pour les particuliers. Donc il y a une écoute téléphonique, des entretiens individuels et des groupes de parole pour exprimer. Parce que c'est pas une maladie, mais on a besoin d'en parler. Et ça avance? Ça avance. Vous êtes écouté par les entreprises? Par les entreprises Pas sur trop. le deuil, pas encore. Je prends une porte d'entrée sur la gestion du stress et la résolution des conflits, Ouais. sur l'écoute, le deuil. Oh, ça va peut-être venir. J'y crois. Vous avez raison. J'y crois et c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc ça va le faire. D'accord. Ça va prendre un peu de temps peut-être, mais ça va le faire. Christine, est-ce qu'on arrive au bout? Ah oui. Bravo et merci beaucoup. Merci Philippe.